à tous, bienvenue sur Info Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur ESAE Télévision. Ce jour, deux sujets vont meubler le décryptage. Les mesures prises par le gouvernement béninois pour empêcher la propagation du Covid-19 au Bénin et les corrections des déclarations de candidature des partis politiques à la Commission électorale nationale autonome Sénat dans le cadre de l'organisation des élections communales et locales du 17 mai prochain. Et pour un débat de haute portée et prix d'enseignement, je reçois pour vous, chers amis internautes, Gilles-Christ Tidi, il est journaliste, analyste politique. Il sera avec Moïse Dosoumou, journaliste au groupe de presse Fraternité, les chroniqueurs politiques. Le troisième invité qu'on ne présente plus sur les plateaux d'Info Hebdo a pour nom Justin Rouissou-Sonon. Il est web activiste, analyste politique. Sans plus tarder, on le retrouve pour le décryptage. Le décryptage, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Gilles-Christ Tidi. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour à tous les internautes qui nous suivent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes face à Justin Rouissou-Sonon. Bonjour. Bonjour Monsieur Kader, je dis bonjour à tous les internautes des Haïti. Vous êtes web activiste, analyste politique et Moïse Dosoumou, ancien fidèle des plateaux d'Info Hebdo. Bonjour et merci de nous être revenu. Bonjour Kader. Bonjour, bonjour. Alors Gilles-Christ Tidi, le gouvernement béninois n'est pas resté indifférent face à la pandémie du Covid-19. Des mesures ont été prises suite à la détection de 2 premiers cas. Après que les cas soient passés à 5, il y a également des mesures qui ont été prises pour véritablement empêcher toute propagation de ce virus sur le territoire national. Dites-nous, en tant qu'analyste politique, en tant qu'observateur, quelle analyse faites-vous de ces différentes mesures ? Bon, sans pour autant être un spécialiste des questions sanitaires, encore moins un virologue ou un épidémiologiste, je pense, avec la distance que moi je prends par rapport à tout ça, que le gouvernement a, sur le principe, bien réagi, c'est-à-dire qu'on vient d'enregistrer des cas, il faut qu'on réagisse. C'était très bien sûr le principe. Le gouvernement avait bien fait d'organiser un conseil des ministres et vous avez certainement remarqué que ça a été non seulement un conseil des ministres extraordinaire, mais qui a duré, contrairement au conseil des ministres ordinaire. Ça a pris beaucoup de temps, on a attendu longtemps, c'est aux environs de 0 heure. De données en compte. Voilà, donc c'est aux environs de 0 heure, dans la journée du mardi 17 mars, que nous avons pu avoir le relevé de ce conseil des ministres extraordinaire. Et donc, à l'occasion de ce conseil des ministres extraordinaire, le gouvernement béninois a décidé de prendre certaines mesures afin, comme vous le dites, de limiter la propagation de ce virus. Il s'agit au total de 11 mesures fortes que le gouvernement a dû prendre, qui sont, ma foi, des mesures proportionnelles au nombre de cas qu'on a enregistrés, c'est-à-dire à l'ampleur de ce virus-là. À la date de la tenue de ce conseil extraordinaire des ministres. C'était quand même ce qu'il fallait faire. La moindre des choses, c'était de dire des regroupements de 50 personnes, on n'en veut plus pour l'instant. Prenez des mesures sanitaires, lavez-vous régulièrement les mains, etc. Voilà, donc c'était à juste titre que le gouvernement avait réagi. C'était à juste titre. Je vous reviens dans un instant, Gilles-Christ Tidi, Justin Rouissou-Sonon. Le gouvernement béninois a pris des mesures pour empêcher la propagation du Covid-19. Dites-nous, est-ce que vous partagez dans la plénitude des faits, des décisions, ces mesures ? Oui, d'abord, le gouvernement est dans son rôle parce que conformément aux dispositions de la Constitution béninoise, l'État assure la sécurité des personnes et des biens, le bien-être du peuple béninois. Ça fait partie quand même de la mission régalienne de l'État central. Donc, face à cette pandémie, si l'État béninois a pris cette disposition, nous autres observateurs politiques, nous ne pouvons qu'apprécier cela. Mais dans le fond, je peux quand même me poser certaines questions. Parce que, est-ce qu'avant de prendre cette décision, il y a eu l'étude des impacts négatifs par rapport aux décisions? Est-ce que les gens ont analysé les contours? Parce que, bon, ce que moi j'ai pu retenir, c'est qu'on a quand même prévu un trésor de guerre pour quand même faire face à cette pandémie. Est-ce qu'on a recensé ce qu'il fallait, d'abord avant de parler d'argent? Parce que nous connaissons
nous connaissons la mentalité de l'élite béninoise. Quand il y a l'argent quelque part, parce que nous savons comment la pandémie du sida a été gérée ici. Est-ce que les gens vont gérer encore coronavirus comme tel que le sida a été géré dans ce pays? Ça fait partie de mes observations. Parlons des mesures. Des mesures. Il y a des mesures qui ont été prises, comme l'a évoqué tout à l'heure Gilles Christ, qui dit qu'il ne faut pas qu'il y ait d'attroupement au-delà de 50 personnes. Les cultes ont été suspendus. Nous avons également des mesures liées également au fait qu'à partir du 30 mars prochain, au niveau de l'Université d'Abomey-Calavi, le Centre des œuvres universitaires sociales qui suspend ses services. Nous avons également des bâtiments qui ont été... on a sommé les occupants de libérer ces bâtiments. Le transport en commun est suspendu. Est-ce que tout cela concourt véritablement à l'obtention de ce que l'on veut, ce qu'est empêcher la propagation du virus? Je ne peux pas rejeter en bloc. Est-ce que vous, en tant qu'analyste, est-ce que s'il y avait un dirigeant qui vous demandait conseil en tant que Justin Ouessou-Sono, est-ce que ces mesures, vous partagez ces mesures-là? Je partage quelques-unes de ces mesures, mais je rejette certaines de ces mesures. Lesquelles vous rejetez? Par exemple, quand on parle de confinement, ou bien comment vous appelez? Confinement. Confinement, là, ça va créer des frustrations. Ça va créer des frustrations parce que ce que nous avions vu en Occident, nous ne pouvons pas l'importer directement ici. Les gens qui vont se faire confiner à partir du 30 ou je ne sais quoi, lundi prochain, est-ce que les conditions sociales sont réunies? Quand je prends mon propre cas, où l'État central doit des dizaines de millions à des entrepreneurs qui n'ont pas de quoi survivre, et on leur dit de s'enfermer dans leur maison. Or, quand nous prenons le cas de la France, l'électricité, l'eau, des trucs sont gratuites dans ces pays-là, et qu'au Bénin, on dit enfermez-vous, le transport en commun n'est pas chaud là, n'est plus autorisé. Comment les gens, nous sommes... Le gouvernement est en train de vous protéger, c'est ce que vous avez dit à l'entame de cette émission. Mais c'est similaire au père de famille qui dit à ses enfants, enfermez-vous à la maison, ne sortez pas, et que de l'autre côté, il n'y a rien à manger à la maison. Est-ce que ces enfants-là vont respecter ces conditions, ces interdictions du père de la famille? Je reviens dans un instant. Moïse Doussoumou, vous avez suivi l'argumentaire de vos deux précédents. Est-ce que vous partagez ces avis liés aux mesures prises par le gouvernement contre le Covid-19? Pour ma part, j'estime que le gouvernement aurait pu prendre certaines mesures beaucoup plus tôt. Lesquelles, par exemple? Que des cas soient décrétés. La mise en quarantaine systématique, par exemple, des voyageurs. J'estime que 2 semaines, 3 semaines à l'avant, on aurait pu le faire. Parce que quand ces personnes ont laissé les gens venir à l'aéroport, on leur a dit rentrez chez vous, isolez-vous. On a fait foi, disons, à leur bonne foi pour ne pas me répéter. On s'est rendu compte qu'il y en a qui n'ont pas tout respecté ça, qui se sont promenés. Et dans le lot, il y en avait qui étaient porteurs du virus. Alors je me dis que pourquoi ne pas avoir soi-même pris la responsabilité de les isoler, au lieu de leur dire allez-y chez vous et enfermez-vous. Je pense que ça, c'est déjà un faux pas. Mais dans le même temps, un gouvernement a plusieurs choses, disons, à régler. Il y a les urgences, il y a les priorités, il y a d'autres considérations. Il y a plusieurs paramètres en jeu. Économiques, il y a tellement de choses que quand on est à la touche, on ne voit pas forcément clair dans les yeux. On ne connaît pas forcément les motivations. Le gouvernement a sûrement ses raisons. N'empêche, et il n'y a que ceux qui n'agissent pas, qui ne font pas d'erreurs. J'estime que des erreurs ont été commises. Ce qui a fait maintenant, c'est de les limiter au maximum et de faire en sorte qu'elles ne se répètent plus. C'est bien qu'on commence par mettre en quarantaine les voyageurs, mais l'idéal serait qu'on ferme l'aéroport tout au moins pour 2 semaines. Le Bénin n'en mourra pas. Le temps de s'assurer que les cas qui sont là, on les a maîtrisés, qu'il n'y en a pas de nouveau, et de voir quelles mesures prendre si on doit rouvrir le trafic aérien pour que ce virus-là soit limité tout au moins aux gens qui seront mis en quarantaine. Mais tant que des vols continuent de venir ici et qu'on met trop de gens en quarantaine, même en quarantaine, ils peuvent, on ne sait jamais, au moyen de divers contacts. Il peut y avoir transmission également, il peut y avoir infection. J'estime que pendant les 2 semaines à venir, on peut tout au moins fermer l'aéroport. On peut tout au moins fermer l'aéroport. Mais Moïse Doussoumou, avant de vous laisser poursuivre dans votre argumentaire, est-ce que la fermeture de l'aéroport doit induire également la fermeture du port? Puisqu'il y a également... Pour le port, c'est moindre. Le port ne déverse pas des passagers, pas centaines au Bénin. C'est beaucoup plus des marchandises. Contrairement à l'aéroport qui déverse plus d'hommes que de marchandises. Les membres de l'équipage sont faciles à maîtriser, à gérer, qu'un aéroport qui déverse des centaines de passagers. Mais quand il vient et qu'il est au contact avec les dockers... Pour ce qui est du port, on sait que tel bateau vient, peut-être avec 20-25 membres d'équipage, on les prend en charge en même temps. Mais au niveau de l'aéroport, un avion peut déverser 300-400 personnes d'un seul coup. C'est plus difficile à gérer de l'autre côté qu'ici. Et le port, c'est de la marchandise que ça amène. On en a besoin dans le pays. Contrairement à l'aéroport qui ne déverse que des hommes pour la plupart.
Donc je me dis, on peut essayer de faire la part des choses. Et quand on dit fermer l'aéroport, ce n'est pas pour la vie. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Il y aura certes des impacts économiques. Certes, on va en payer le prix. Mais on n'en mourra pas pour autant. Parce que n'oublions pas les effets pervers de ce mal-là. C'est vrai que ce n'est pas tous ceux qui l'ont qui développent la maladie. Ce n'est que 15 ou 20% à peine de ceux qui ont le virus qui développent la maladie. Et dans ce pourcentage-là, c'est à peine 5% qui développent des cas graves. On sait tout ça. Mais quand on connaît la fragilité de notre système sanitaire, il faut éviter au maximum de laisser le virus se propager. D'où l'interdiction des rassemblements passés par tout le reste là, c'est bon. Mais bon. Il faut faire en sorte que... On est à 6 cas déjà aujourd'hui, hein. On était à 5 hier, ce matin on est à 6 cas. Donc un Béninois qui a quitté Lomé pour ici. Il faut éviter qu'on aille à 15, 20, 30, 40 cas. On peut faire en sorte que ce nombre réduit de cas, même si ça doit être augmenté, que ça n'aille pas au-delà de 10 ou 15. Et d'ici 1 mois, je pense que le Bénin valablement peut maîtriser cette affaire-là. Le Bénin valablement d'ici 1 mois. Donc d'ici 1 mois, on peut... Si on prend des mesures drastiques, certes, on va en souffrir, il n'y a rien à faire, on aura faim et tout le reste. Mais c'est mieux de souffrir d'avoir faim pour 2 semaines, 1 mois, que d'être aux prises avec la maladie et de dire des deuils après. Alors, il faut choisir. Approuvez-vous également, avant de venir à Gilles Christidi, approuvez-vous également ces mesures prises par le gouvernement qui prend effet à compter du lundi 30 mars prochain à travers des congés anticipés pour les écoliers et les étudiants. À partir du 30 mars, il y aura un cordon sanitaire qui sera établi. Est-ce que vous approuvez également ces différentes mesures ou au sein desquelles il y a également la suspension du transport en commun? Non, les congés anticipés, c'est une bonne chose, mais j'estime encore qu'on aurait pu faire ça plus tôt. C'est pas grave, on l'a décidé, on le fait, on y va. Les suspensions de transport en commun, tout ça. Si on veut lutter contre quelque chose, il faut se serrer la ceinture pour un temps. C'est vrai que la préoccupation majeure des gens qui vivent au quotidien, c'est comment sortir, trouver la pitance pour nourrir la famille. Ça, c'est fondamental. Mais voilà qu'on n'a pas assuré en amont dans notre pays ce qu'on appelle les filets sociaux. C'est-à-dire dans chaque quartier, dans chaque village, on sait qui sont les pauvres, qui sont les extrêmes pauvres. Et on s'assure de leur amener la pitance chez eux directement, ou bien par le biais de leur chef quartier. On n'a pas ce système chez nous. Donc forcément, qu'on ne le veuille pas, si on va vers un confinement total, il y aura nécessairement des laissés pour compte. D'où l'appel à la solidarité justement entre nous. Il ne faudrait pas attendre que tout vienne du gouvernement. Certes, il a la responsabilité de nous prendre en charge. Mais quand il est défaillant quelque part, parce que pris, disons, en 2 feux, il faut que les citoyens même puissent prendre le relais. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas un gouvernement, quelle que soit la qualité des mesures qu'il prend, qui assure votre sécurité, qui vous protège. C'est d'abord vous-même qui faites l'essentiel et le reste vient justement des mesures officielles. Le reste vient des mesures officielles. Gilles Christidi, on parle de confinement. Est-ce que vous pensez que les Béninois pourront approuver ces mesures quand on sait qu'il y a quand même une grande majorité de populations qui vivent au jour le jour? Il y en a qui ne peuvent pas faire 48 heures sans ne pas sortir. C'est là même tout le débat. D'abord, je voudrais qu'on puisse s'entendre sur certaines choses. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas encore officiellement prononcé le mot confinement. On l'entend ailleurs, à l'international, en Italie, en France, en Espagne, en Allemagne, etc. En Chine, d'abord, c'est parti de là. Mais actuellement, le peuple béninois n'est pas en confinement. Les mesures qui ont été prises, puisque le gouvernement réagit en 2 temps. D'abord, le 17 mars, à travers un conseil des ministres extraordinaire, j'ai fait cas de ça tout à l'heure. Et lorsqu'on a enregistré 3 nouveaux cas, après les 2 premiers, on a vu que le gouvernement a pris d'autres mesures qui ont été communiquées cette fois à travers un simple communiqué, pas à l'occasion d'un conseil des ministres, où on a dit, à partir du lundi 30 mars jusqu'au lundi 13 avril inclus, les élèves des cours maternels, primaires et secondaires seront en congé de Pâques anticipé. Et même universitaires. D'accord, seront en congé de Pâques anticipé. Deuxième mesure, on a isolé certaines villes, Cotonou, Aboumé, Calavi, Porto Novo, etc., etc., dans lesquelles des mesures, on va dire, de restriction ont été prises. Si bien que dans la communication actuelle au Bénin, on n'a pas encore employé le mot confinement. Peut-être que c'est le cas de façon indirecte, mais on peut peut-être le percevoir ainsi. Mais lorsque vous voyez un peu l'économie béninoise, je vais même dire africaine, et vous comparez cette économie-là à l'économie des pays occidentaux comme la France, comme l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, surtout. Vous riez presque lorsqu'on se rend compte que nous aussi on va devoir faire face au même mal qu'on appelle le Covid-19, le coronavirus. Parce que ces pays-là ont tout l'équipement sanitaire qu'il faut, ont, va dire, le développement, ne serait-ce que socio-économique qu'il faut. Ils ont atteint une certaine étape, mais pourtant ils sont en train de subir les affres de ce virus-là. Qu'en sera-t-il de nous?
Nous, ici, où très peu de gens vont à l'hôpital, lorsque les gens tombent malades, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, bon, c'est un simple paludisme, je vais prendre des tisanes, des médicaments à base de plantes. Très peu de gens vont à l'hôpital. Ceux qui vont à l'hôpital, c'est des gens instruits, pour la plupart des cas. C'est lorsque des gens vont vraiment se traiter chez eux et n'ont pas satisfaction, lorsque le mal est sur le point de les tuer, qu'on les dépêche à l'hôpital dans des situations vraiment graves. Ça, c'est comme ça que nous on se soigne ici. Deuxième aspect, c'est que même sur le plan, ne serait-ce que social, combien de gens arrivent à manger régulièrement à leur faim au Bénin? Il y a même un programme Faim Zéro, vous n'avez pas oublié, initié par le gouvernement. Si ce programme existe, c'est bien parce que des gens ne mangent pas à leur faim. Comment voulez-vous que dans cette circonstance, on puisse dire, on va à un confinement, on ne sort plus de chez nous? Les gens vont mourir, pas du virus cette fois, mais de la faim, de la misère. De notre virus plus virulent. Voilà, de la misère. C'est pour ça que le cas du Bénin et des pays africains est beaucoup plus délicat, grave. Et je croise les doigts pour que cette solidarité... On va plus ou moins autoriser quand même la circulation des personnes et des biens dans... Oui, c'est que c'est délicat. À la fois, on ne peut pas dire, bon, comme c'est comme ça... Les communes isolées sont quand même de grandes villes. Oui, mais on ne peut pas se dire tout de go, bon, comme c'est comme ça, je viens de dire quelque chose qui est réel, donc on laisse tout le monde aller. Bon, allez, comme on sait qu'on est un pays pauvre, on ne va pas lutter. Non, c'est pour ça que c'est tellement délicat. Je ne voudrais vraiment pas me trouver à la place des dirigeants actuels parce qu'ils sont, comme le disait tout à l'heure Moïse Dosunmu, entre le marteau et l'enclume. Ils réfléchissent. Bon, si on ferme l'aéroport, comment est-ce que notre économie va tourner? Si on ferme le port, comment l'économie va tourner? C'est certainement comme ça qu'ils réfléchissent. Mais sans se rendre compte que, en laissant ouvertes ces frontières-là, ou en laissant ouvert notre aéroport, nous continuons de laisser venir des passagers qui peuvent amener le virus. D'abord, comment le coronavirus est venu en Afrique? Lorsque vous avez fait un peu l'historique, c'est venu en Égypte par le biais des étrangers qui sont venus par l'aéroport. Après, le deuxième cas en Afrique noire, c'est au Nigeria. Toujours un Italien, un touriste, qui est venu. Alors, si vous voyez un peu comment ça se transmet ou comment ça vient, c'est notamment par les voyages. Donc, la plus forte mesure qu'on devrait prendre, c'est effectivement de fermer les aéroports. Alors, après, les autorités réfléchissent et se disent, bon, oui, on ferme, mais après, comment on fait tourner notre économie? C'est un casse-tête. Si on devrait être à leur place, peut-être, heureusement que je ne suis pas chef d'État, je vais prendre peut-être des mesures plus difficiles que ça. Je vais peut-être, et ça, c'est une anecdote que je vais vous raconter, ça peut peut-être être en déphasage avec ce qu'on dit. Peut-être qu'on va y revenir, on a des guérisseurs qui disent, moi je guéris tout, je guéris tout. On aurait pu les réunir. Tout à fait. Et dire, bon, vous êtes guérisseur, on amène un nouveau mal, trouvez-moi le remède. Ailleurs, c'est ce qu'on peut faire. Donc, c'est pour fermer la parenthèse. Donc, on aurait pu effectivement prendre des mesures beaucoup plus tôt et en guise de prévention, n'est-ce pas? Mais comme on est en train de prendre les mesures, l'essentiel, c'est que le peu de mesures qu'on prend là, qu'on les respecte d'abord. On dit aux gens de se laver les mains, les gens ne se lavent même pas les mains. Et puis, comme je l'ai dit, combien de gens se nourrissent régulièrement? Donc, le problème est tellement complexe que même le Covid-19 lui-même déjà doit vraiment prendre pitié du peuple béninois parce que s'il veut sévir au Bénin comme en Italie, comme en France, comme en Espagne, les Béninois vont mourir comme des mouches qu'on a aspergées d'insecticides. Alors, je sais aussi, j'ai une question plus ou moins particulière à votre endroit. Le Covid-19, son avènement dans le monde, est-ce qu'il ne paraît pas un peu antinomique quand on voit un peu la façon dont il éprouve les systèmes sanitaires les plus performants et qu'en Afrique, on sent plus ou moins une présence, je dirais, timide, très terne, plus ou moins en Afrique? Avant de répondre à votre question, je voudrais quand même dire mon opinion par rapport au développement de mon cher ami Moïse Dosunmu par rapport à la fermeture de l'aéroport, du port. Non, je crois que les frontières, l'aéroport, les frontières, le port sont des leviers de souveraineté. Et si on ferme ces leviers de souveraineté, c'est qu'on bloque complètement, on asphyxie l'économie, le développement. En lieu et place de ça. Mais quand des passagers viennent. En lieu et place, M. Kader, laisse-moi aller au bout de mes idées. En lieu et place de cette fermeture, il y a d'autres méthodes que le gouvernement peut toutefois mettre en place. C'est de renforcer l'accès dans le pays
Parce que au service accueil, au lieu de, comment dirais-je, au lieu de déployer des médecins que nous avons dans les villes, hein, dans les villes critiques par rapport au coronavirus, moi j'aurais souhaité que ces médecins-là soient déployés vers ces aéroports pour connaître, pour contrôler l'accès, hein, de ceux qui doivent rentrer. Et de l'autre côté, si on constate qu'il y a des cas de virus, de personnes infectées, on les retourne comme ce fut le cas de cet Italien qui a été retourné chez lui. Est-ce que vous voyez? Pourquoi je dis ça? Si nous fermons l'aéroport que nous avons à Kadjaoun et que le Togo ne ferme pas son aéroport. Ils ont fait l'expérience au Togo la dernière fois où le Togo a fermé ses frontières avec le Bénin le samedi passé. Mais allez-y voir. Hein, la corruption même qui s'est trouvée, qui s'est installée, hein, dans les villages d'Atiémé frontaliers. Dans les villages frontaliers. Donc nous bouchons l'accès de virus à travers l'aéroport, mais nous ouvrons grandement d'autres portes. L'idéal pour moi, c'est de sécuriser, hein, de sécuriser l'accès à travers les frontières, à travers l'aéroport. Et comme ça, Mais justement, vous étiez en train d'évoquer un cas de corruption ou des cas de corruption. Est-ce que vous estimez que, quel que soit le dispositif mis en place, est-ce qu'il serait véritablement efficace quand on sait que la corruption, quand même, continue de dicter sa loi sur les peuples africains? Vous savez, les crises profitent toujours à certaines personnes. Et ceux qui s'adonnent à ce genre de corruption, bon, malgré le vent anticorruption qui s'installe au Bénin depuis 2016, s'il y a ces cas, ça veut dire que le Béninois demeure toujours... Il faut rappeler qu'il y a eu quand même un passant qui a été abattu par un militaire togolais. Ok. Donc, pour revenir maintenant à votre question, comme quand vous me demandez que, bon, dans les pays, hein, dans les pays développés... Ouais, qui ont un plateau technique bien fourni. Ce virus sévit sévèrement, oui. Et qu'au Bénin, on a eu 5 cas officiellement déclarés. On entend un sixième, mais on nous a dit mais aussi qu'il y a un qui a été libéré parce qu'il se porterait mieux. Mais depuis, il n'y a pas de mort. Oui. Au moment où les pays développés ont des difficultés quand même pour faire face, c'est pour vous dire que ce coronavirus est un signal fort de l'existence de Dieu. Hein, c'est un signal fort de l'existence de Dieu. Même quand vous lisez la Sainte Écriture, hein, dans le livre de Genèse chapitre 19, hein, par rapport à l'histoire, hein, de Sodome et Gomorrhe, quand les gens se donnaient, hein, à l'homosexualité et tout ça là, quand vous voyez même dans les pays occidentaux, ces pays qui sont plus frappés par le Covid-19, ce sont les pays qui ont officialisé l'homosexualité. Est-ce que vous insinuez qu'il y a un règlement de code divinatoire avec... Oui, mais Dieu n'aime pas l'inceste. Dieu n'aime pas l'inceste, si nous analysons les choses de cette manière. Parce que quand je me réfère à l'histoire du roi David, hein, à l'histoire du roi David qui a mal recensé le peuple d'Israël en son temps, hein, Dieu avait envoyé son prophète d'aller lui demander, hein, parmi les trois épidémies, ce qu'il peut choisir, hein, la guerre, la famine et la peste. David a accepté la peste pendant 7 jours, mais allez évaluer l'impact. Donc, c'est quelque chose. Donc, pour vous, il y a un règlement de compte. L'inceste, hein, qui est en train de l'iniquité, hein, qui prend siège à travers le monde, selon moi. L'iniquité sociale. L'iniquité, l'inceste qui prend corps, selon moi, Dieu est en train de démontrer qu'il n'aime pas ce genre de choses. Moïse Dossoumo, oui. Moïse Dossoumo. Que nous faisons en Afrique. En Italie, en un mois, le virus a quitté 5 cas pour atteindre plus de 50 000 cas en un seul mois. N'oublions pas la période d'incubation. Je touche du bois. Personne ne souhaite que ça prenne chez nous. Les 2 ou 3 cas qui sont actuellement en traitement ont eu des contacts directs avec 16-20 personnes. Je touche du bois. Si toutes ces personnes-là avaient le virus et que d'ici la fin de la période d'incubation, elles commencent par développer, vous voyez déjà le nombre de cas qu'on aura. Si en tant que ces personnes avaient des contacts avec d'autres, ainsi de suite, vous voyez la chaîne que ça peut créer. C'est comme ça que ça prend. Les cas ne se multiplient pas comme ça dès le départ. Mais Moïse Dossoumo, progressivement que ça passe. Donc, le fait que l'Afrique n'a pas encore développé, c'est bien. C'est bien. Mais ne nous réjouissons pas vite. Ne nous réjouissons pas vite. Il y a une période d'incubation qui est très importante, qui est plus ou moins longue.
et qui fait qu'on est dans une certaine illusion, dans une certaine satisfaction. Non, attention. Attention, Ailleurs, ça n'a jamais pris d'un seul coup. ça n'a jamais pris d'un seul coup. Mais Moïse Ousmou, quand on sait qu'on est en Afrique et que, Gilles Christ l'a évoqué tout à l'heure, il y a une myriade de personnes qui prétestent d'être de grands guérisseurs et qu'on sait qu'il y a de grands guérisseurs. Nous avons reçu sur EZA Télévision Raimi Moussa, Moussa qui estime que le remède du Covid-19 existe même déjà au Bénin, qu'il faut avoir l'humilité pour aller le guérir. Est-ce que vous pensez que les Africains peuvent rester sereins face à l'avènement de ce virus? Il n'y a même pas de quoi paniquer, malgré tout ce qu'on dit du virus. Bon, dans le monde entier, on n'a même pas encore 350 000 cas, mais il n'y a pas 35 000 morts. C'est-à-dire le virus même n'a pas encore connu 10% de décès au plan mondial. C'est la preuve que 90% au moins guérissent. Donc ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas une raison, malgré les ravages que ça cause, pour dire dès qu'on a ça, on meurt. Non, c'est faux. Au moins 90% des cas de guérison existent à travers le monde. C'est déjà une chance pour nous. Ça veut dire que tous ceux qui le contractent, au moins 90% de chances d'en guérir. C'est énorme. Donc ce n'est pas la peine de paniquer. Quant à votre question, je vous dis tous qu'on a un des nôtres, Valentin Andon, dont le produit fait meilleur au Burkina Faso actuellement, la pipe virine. C'est vrai que nous n'est prophète ce soir. Quand il a sorti cette affaire de la pipe à lui, qu'est-ce qu'on n'a pas dit au Bénin? Mais c'est ailleurs qu'il a été célébré. Donc on s'est rendu compte qu'on avait négligé chez nous. Avec la pipe virine, c'est pareil. Le Burkina, à côté, a compris. Qu'est-ce qu'on attend ici? Il faut pareil. Qu'est-ce qu'on attend ici? Il faut pareil. Au moins, il y a une réponse qui a déjà commencé par produire ses effets. En attendant que d'autres, peut-être dans la danse, au moins, on a quelque chose sur place. Ce n'est pas un produit nouveau qui va venir. Il existe déjà, il a déjà fait ce truc. Pourquoi ne pas l'essayer? Pourquoi ne pas l'essayer? Moïse Ousmou, je reste toujours avec vous. Je parlais de la fermeture des frontières. Je viens de parler du port. Le port peut non, c'est moi qui l'ai évoqué, tout à fait. L'aéroport, là, je touche du bois. Si on atteint 50, 100 cas, là, qu'on ne va pas, on va fermer l'aéroport. Et ce ne sera pas pour 2 semaines, comme je le préconise, mais pour 1-2 mois. Il vaut mieux prendre des mesures drastiques en amont pour enrayer le mal, au lieu de traîner et prendre après des mesures qui vont s'étendre sur la durée. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça le confinement dont on parle là, c'est un confinement à l'africaine. Ça ne peut pas être un confinement total. Déjà qu'on suspend les transports en commun, c'est déjà un confinement. Combien de Béninois sont capables de quitter Tankwe pour aller à Tokwa et de prendre 2000 francs? Ils prennent que Tokwa à 200, le retour, ça fait 400. Déjà qu'on les empêche de débourser 400 pour aller à Tokwa, combien d'entre eux peuvent débourser 2000 pour aller le faire? C'est déjà un confinement. Ils sont obligés de rester dans les limites de leur quartier. C'est déjà ça le truc. Ce n'est pas forcément un confinement comme à l'européenne, mais comme à l'américaine. Avec les transports vers Paracourt qui sont interdits. D'aller chercher votre pitance. C'est pour ça que je dis il faut insister quand on a fait ça. Parce qu'il faut le faire, on n'a pas le choix. Il faut faire appel à la solidarité. Il faut faire appel à la solidarité. Je vous raconte une petite anecdote. J'ai rencontré un médecin, c'est le mercredi ou mardi passé, qui me disait qu'il était allé dans une zone du plateau pour aller sensibiliser les populations pour le lavage des mains et autres. Mais ils se sont vus chasser parce que la population leur dit tenez, nous sommes chez nous, nous sommes toujours en phase avec nos ancêtres et que s'il y a un virus qui vient ici, qu'on va le combattre. La preuve, ils ont même dit qu'à Yoko, ils ont même découvert des pangolins qu'ils ont tués eux-mêmes et qui ne pourraient rien avoir. On a nos... Que pensez-vous de cette manière de penser de certaines populations? Il ne faut pas incriminer les nôtres. Chaque pays a ses réalités. Nous avons les nôtres ici. Il y en a qui estiment que même rien qu'avec leur religion, en faisant des sacrifices, des libations, en construisant le phare, qu'ils peuvent congeler le mal. C'est possible. On a des richesses énormes chez nous qu'il ne faut pas mépriser. Si ceux-là le disent, ils construisent quelque chose. Mais moi, personnellement, j'estime qu'en respectant les mesures de prévention, je me protège bien à 90%. Je ne pense pas comme eux. Mais si eux estiment qu'avec ce qu'ils ont, ils peuvent congeler le mal, libre à eux. Maintenant, si par malheur, le mal les atteignait, ils seront obligés de changer de paradigme. Donc ce n'est pas comment dire même, l'occasion, mais le moyen de dire non, ils sont sur la mauvaise piste, non. Il faut plutôt sensibiliser. Il faut plutôt sensibiliser. Encore, sensibiliser toujours. Et je touche du bois. Espérons qu'on n'aille pas au-delà de 10, 15 cas. Espérons qu'on n'aille pas au-delà de 10 cas. C'est l'espérance d'ailleurs de tout Béninois patriote d'ailleurs. Mais Gilles Christidi, je poursuis dans mes confidences de cet agent de santé qui dit que les populations nous ont dit quelque chose d'assez important. Ils disent que l'Européen est plus hygiénique que l'Africain. Et comment se fait-il que l'Européen a un virus et qu'on demande maintenant à l'Africain de commencer à être hygiénique? Alors que même là où on demande de laver les mains, c'est déjà un endroit émaillé de microbes. Non, on n'a d'abord aucune preuve que l'Européen est plus hygiénique que l'Africain. On ne peut pas se limiter aux images qu'on voit à la télévision pour juger
telle civilisation par rapport à telle autre. Quand j'en parlais avec le docteur, je vous vous voyez... pas, il dit par exemple que quand vous entrez dans une structure étatique ou dans une institution en Europe, oui. les mécanismes de lavage des mains ou de désinfectants existent un peu partout, même à l'entrée des bureaux. Ce Oui. qui n'est peut-être pas le cas ici, même dans nos administrations publiques. Oui. Il n'y a qu'à l'avènement du Covid-19 qu'on a vu que ça a été installé un peu partout maintenant. Oui. Il a fallu l'avènement du Covid-19. Même avec l'avènement du Covid-19, ces mêmes mesures dont vous parlez ont été certainement renforcées dans ces pays dits développés ou occidentaux. Personne n'est plus intelligent que l'autre, personne n'est plus propre que l'autre. Chaque pays a toujours ses cas réalité. Et ses petites gens, ses SDF, ses sans-abri, ses pauvres. Ce n'est pas parce que quelqu'un est d'un pays qu'il est d'office plus évolué que l'autre, qui est né dans tel autre pays ou dans tel autre continent. Mais ce que je voudrais dire, c'est que cette question de fermeture des frontières est une urgence aujourd'hui. Je voudrais vous faire une démonstration. Le Burkina Faso, qui est au nord du Bénin, a plus d'une centaine de cas confirmés. Le Bénin en a 6 pour l'instant. Mais vous savez que le Bénin n'a pas fermé ses frontières terrestres. Ça veut dire quoi? Même si le Burkina Faso fermait ses frontières et que des gens arrivaient à passer par ces actes de corruption dont vous parlez ou de légèreté, ils viendront au Bénin tout peinard et nous apporteront le virus. Voilà que nous avons certainement pris des décisions pour dire, bon, au moins on ne va plus observer ces grands flux, ces transports en commun à l'intérieur du pays. Mais il y a que, on n'a pas interdit les voyages particuliers. Vous pouvez vous entendre avec quelqu'un qui a son véhicule, quitter le Burkina Faso, venir à Cotonou, importer le virus. Enfin, encore que il a dit qu'il est facile de l'attraper quand vous êtes dans une voiture avec une personne infectée. Voilà. Le véhicule à 5 places. Bien sûr. Donc, c'est pour dire que nous sommes véritablement en danger. Et que les frontières soient une mesure de un levier de souveraineté ou pas, nous avons beaucoup de pays, presque la plupart, à 80 ou 85% des pays du monde entier, ont décidé de fermer leurs frontières. C'est une question de santé publique. Alors, lorsqu'on voit un peu comment on se comporte, parfois, et ça n'engage que moi, je me demande, est-ce qu'on est plus intelligent que les autres? Vous voyez le Togo, avec plus d'une dizaine de cas, a fermé les frontières. Le Niger, qui n'avait pas encore enregistré un seul cas, avait déjà tout fermé, avant d'en enregistrer un. Le Burkina Faso, qui... D'ailleurs, je compatis même aux douleurs du peuple burkinabé qui non seulement subit les affres du terrorisme, mais aussi de ce virus. Le Burkina Faso traverse vraiment une sale période. Très tumultueuse. Je croise les doigts pour que ça passe. Donc, le Burkina Faso a fermé ses frontières. Le Nigeria fait pareil. Les pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun ont pris des décisions. Mais ici, la seule décision ferme ou palpable qu'on a pu prendre jusqu'à présent, c'est la fermeture des églises et mosquées. Mais lorsque vous fermez les églises et mosquées, ce qui est bien, et que vous laissez ouvertes les écoles, qu'on laisse ouvertes les écoles sont restées encore ouvertes pendant toute une semaine. Mais c'est sans savoir que, comme le disait l'éditorialiste, lorsque vous contractez le virus, d'abord, ça ne se manifeste pas en vous dès le premier jour, ça fait une période d'incubation moyenne de 15 jours ou de 14 jours, moyenne, parce qu'il y a des gens qui portent ça pendant un mois sans même manifester de symptômes. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent de propager le virus, de contaminer d'autres. C'est ça qui fait que le pays a l'impression, le sentiment de contrôler la situation. L'Italie, la France se sont longuement moqués de la Chine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu en spectateur, ils sont même allés rapatrier leurs citoyens, laissant les Chinois mourir entre griffes. C'est une façon de traduire ce qu'ils ont fait pour dire, bon, ok, c'est leur mal, nous, on ne va pas avoir ça. Ils sont allés rapatrier leurs citoyens. Après, lorsque ça a commencé, on a eu 2 cas, 3 cas. On a même cru que, bon, ce n'est que ceux-là. Le temps pour ceux-là de manifester le virus, c'est qu'ils ont déjà répandu ça à d'autres, qui ont répandu à d'autres, qui ont continué à répandre. C'est ça qui a fait qu'à des moments donnés, on continue de dire, oui, on contrôle. Lorsque le pic arrive, ce n'est pas centaines qu'on enregistre les cas par jour. Mais notre problème ici, c'est qu'on n'a même pas d'équipement sanitaire pour détecter à temps des cas. C'est pour ça que moi, je pleure déjà en silence. La Chine a fait des kits de tests. 1500. On est combien au Bénin? 11 millions. Je pleure en silence et je croise les doigts pour que nous puissions vraiment contrôler la situation comme on le prétend. Justement, dernier tour de table au sujet de ce sujet. Lorsqu'on laisse ouvert l'aéroport et qu'on dit on renforce les mesures de mise en quarantaine, on a certainement, comme il a dit tout à l'heure, fait foi aux voyageurs qui vont systématiquement se mettre en quarantaine. Vous savez, lorsque même les week-ends, vous restez à la maison samedi et dimanche, vous commencez à vous ennuyer déjà.
Pour ceux qui ne travaillent pas le lundi, lorsque vous faites 3 jours de repos, ça vous fatigue. Alors, ce n'est pas évident de s'auto-confiner pendant 14 jours sans mettre le nez au dehors. Ce n'est pas évident. Et qu'est-ce qu'on a enregistré? 73 passagers sont venus à l'aéroport. On les a mis en confinement à Fidrosset. Ça, c'est un secret de polichinelle dans un hôtel de la place que je ne vais pas dire pour ne pas le faire de la publicité sur votre chaîne. Et 32 passagers se sont libérés d'eux-mêmes. C'est vrai qu'on a appris après que la plupart d'eux avaient déjà été analysés et étaient prêts à partir. C'est vrai. Mais après, on a vu que 32 passagers se sont mis en circulation. Même si on est allé les rattraper, ils ont déjà vu des gens. Ils ont déjà eu contact avec des Donc, personnes. Voilà. c'est un danger pour nous que de dire on renforce les mesures. Nous sommes au Bénin et nous sommes en Afrique. Nos pratiques ne sont pas, on n'est pas discipliné. Vous voyez, le Béninois, l'Africain n'est pas suffisamment discipliné Tout à fait, tout à pour fait. pouvoir observer les mesures. Je reviens, Et Gilles c'est un Christi, mal. parlons de discipline, Justin Ouassoussounon. Pourquoi, selon vous, nos compatriotes béninois n'arrivent pas à intégrer dans leur quotidien le lavage récurrent des mains? Pourquoi ils font confiance à l'usage de forces occultes pour endiguer toute chose? Avant de venir à votre question, je voudrais me rappeler d'une sagesse du grand camarade de la révolution chinoise, Mao Zedong, qui a dit qu'aucun peuple ne peut se développer en tournant dos à sa culture, à sa tradition. Et les Chinois sont en train de le démontrer actuellement. Vous savez, la médecine chinoise n'aurait pas été reconnue par l'OMS en son temps. Et les dirigeants chinois ont dit, nous allons utiliser notre médecine pour notre peuple. C'est cette médecine-là qui est en train de vaincre les affres de coronavirus aujourd'hui. Et c'est cette médecine qui est en train de secourir les Italiens. Est-ce que vous voyez? C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire, je vais rejoindre maintenant l'éditorialiste en face de moi, qui a touché du bout du doigt un pan de solution même à cette crise. Il a dit que nul n'est prophète chez soi. Quand nous prenons les innovations de Valentin Agon par rapport à la médecine, la modernisation de la médecine traditionnelle à la médecine moderne, quand nous prenons le docteur Fagla, c'est des cerveaux pensants de ce pays qu'on devait utiliser. On devait mettre des moyens à la disposition de ceux-là pour quand même faire des innovations, faire profiter les compétences de ceux-là en ces moments de crise. Est-ce que vous voyez? On ne peut pas tout espérer de l'Occident. Nous aussi, nous avons des valeurs. Quand le peuple français croupissait sous le joug d'Adolf Hitler pendant l'agression des Allemands, mais ce sont les Africains qui ne connaissaient pas la guerre, mais qui réglaient leur contentieux sous l'Abapalab, qui se sont munis de leur identité culturelle et traditionnelle, par solidarité, sont allés délibérer le peuple français de la main d'Adolf Hitler. Ce sont leurs vaudous qu'ils ont amenés là-bas. Et devant le poids des armes de guerre, ils ont refoulé l'armée d'Adolf Hitler. C'est pour vous dire en conclusion qu'il faut faire confiance aux vaudous. Nous, au Bénin, nous avons quand même nous avons des richesses. Nous avons des richesses culturelles qui peuvent quand même, chez moi dans mon village, à chaque année à Wego, il y a des cérémonies qu'on appelle Azonyini, où on chasse les maladies. Ça, c'est des cérémonies traditionnelles que nous faisons, où on chasse de notre air traditionnel toute éventualité de maladie. Ça, c'est nous. Et ça protège le peuple. C'est ça qui a protégé nos aïeux. Aujourd'hui, alors est-ce que Justin Ouassoussounon a peur du Covid-19? Non, moi, je n'ai pas peur de ça. Ça, je le dis, je n'ai pas peur de ça. Ah bon? Je sais que non. Pourquoi? Vous avez foi au vaudou quand on m'explique même les symptômes de Covid-19 là, des fois, sous le poids de la pauvreté, j'ai des soucis et je pense que c'est des symptômes de Covid-19. Parce que, vous savez, la pauvreté, quand vous laissez la pauvreté pondre des œufs chez vous, là, ces impacts sont plus graves même que le Covid-19. C'est pour dire quoi? Si c'est Covid-19 là qui attaque quelqu'un et il se retourne chez moi au village, je peux expérimenter. Nous avons des vertus.
nous avons des vertus qu'on peut toutefois expliquer. Moi, je ne sais même pas comment expliquer ça ici. Mais il y a une manière où l'infusion par tisane, où on prépare la tisane, on vous recouvre, ça se faisait au village. Hein? Et la sueur dégage même la maladie qui est dans ça, c'est des pratiques que nos aïeux ont utilisées. On devrait, l'élite intellectuelle qui est allée à l'école du blanc doit mettre sa connaissance qu'il a acquis chez le blanc, hein, pour valoriser ce qui est chez lui. Mais aujourd'hui, tout ce qui est fait chez nous est satanique et on ne veut pas valoriser cela. C'est ça qui fait que l'Afrique ne se développe pas. C'est ça qui fait que l'Afrique ne se développe pas. Moïse Dossoumo, nous allons faire... je vais vous poser une dernière question par ce sujet parce que nous sommes un peu pris par le temps. Nous allons aborder le dernier sujet qui nous réunit ce matin. Dites-nous, est-ce que la mise à quarantaine ne peut pas avoir des impacts sur les sujets? Par exemple, quand on prend un individu, par exemple, peut-être comme Kader, qui n'est peut-être pas habitué à faire 3 heures de temps à un instant, à un endroit précis, et qui se retrouve enfermé dans une salle d'hôtel, dans une chambre d'hôtel pendant 14 jours. Est-ce qu'il ne peut pas lui-même développer d'autres symptômes qui ne sont même pas liés au Covid-19, quand on sait que le changement d'habitude peut nous amener parfois à avoir d'autres comportements? Le changement d'habitude n'est pas éternel. On ne parle que de 14 jours. Même si vous ne supportez pas une heure enfermé, il faut toujours faire voir un peu, comme je l'ai dit souvent, hein. Si je transgresse ça, je m'expose à quoi? Quand j'aurai ce virus-là, ça va m'apporter quoi? Si je prends sur moi de supporter les 14 jours, qu'est-ce que j'y gagne? Un Togolais a posté sur Facebook, je ne vous coupe pas, il dit la mise en quarantaine est pire que la prison. Parce que, paraît-il qu'en prison, vous êtes en contact avec d'autres humains, alors qu'ici... Il faut savoir faire le pour et le contre dans la vie. Je suis en quarantaine, c'est difficile à supporter, j'en conviens. Si je viole la quarantaine et que par malheur, le virus vient me visiter, je m'expose à quoi? Est-ce que ce ne serait pas pire que la quarantaine que je fuis? Quand vous faites le pour et le contre, vous choisissez en toute responsabilité. Parce qu'après tout, la vie est un choix. Moi, je ne dis que ça. Maintenant, pour rebondir sur ce que Justin disait par rapport aux pratiques ancestrales, j'ai dit qu'il faut les valoriser. Mais nos gardiens de la tradition ont une occasion énorme pour se mettre en vedette. Pourquoi ils attendent le gouvernement? S'ils estiment que toutes ces libations et autres là, pour faire fuir la maladie, qu'ils se mettent en vedette et qu'ils le fassent d'eux-mêmes. Comme ça, la valeur qu'ils réclament, ils vont la prendre d'office. Pourquoi attendre que l'initiative vienne des officiels? Eux-mêmes, là, en club organisé dans leur localité... Vous savez qu'il y a toujours une sacralité autour de tout ceci. Ils estiment que... Qu'est-ce qui les empêche? La preuve, les églises sont fermées pour ce qui est des églises catholiques. Mais les messes continuent de se dérouler à l'interne sans fidèles, rien que le prêtre tout seul, chaque jour. Ça se fait, ça c'est une pratique de l'église catholique. Même si les couvents sont fermés, les libations quotidiennes ne manqueront pas. Qu'est-ce qui empêche les gardiens de la tradition eux-mêmes de se prendre en charge, de se révéler de par leur pratique pour dire, grâce à nous qu'on méprise, on a pu chasser ce virus. Ils ont l'occasion de le faire. Ils ont l'occasion. Non. Dernière question à votre endroit, Moïse Dossoumo. Cette question est liée à l'usage de la chloroquine contre le Covid-19. Il y a la chloroquine, vous avez évoqué également Valentin tout à l'heure. Dites-nous, est-ce qu'il peut y avoir des espérances avec ces traitements? Non, nécessairement. La science n'a jamais été absolue. Jamais. Il y a toujours des périodes de remise en doute, de contestation, de tout. Tous les scientifiques d'une même discipline ne parlent jamais la même voix. C'est vrai qu'il y a un professeur Didier Raoul qui a commencé à parler de ça. La France a accepté, beaucoup de pays le font. La chloroquine a été, disons, suspendue en temps parce que ça générait des effets secondaires importants. C'est pour ça que ce protocole a été arrêté. Maintenant qu'on a remis en ça, si ça permet de guérir le mal, allons-y. Mais le plus important, ce n'est pas de rester figé sur un traitement. Il y a forcément plusieurs traitements contre cette maladie. Donc il faut expérimenter également. Il faut choisir les plus pertinents. Chez nous, moi je pense qu'on n'a même pas besoin d'aller vers le blanc. On a des apivérines, comprennent ça. Et s'il y a d'autres qui estiment qu'on peut guérir, qu'on expérimente aussi, au lieu d'aller perdre notre temps ailleurs. Parce que déjà ce qui est là, fait ses preuves, c'est d'autres. Allons-y tout simplement. Allons-y tout simplement. Merci à vous, Moïse Dossoumo. Merci également à Gilles-Christ Tidi. Merci également à Justin par rapport à ça. Oui, la mise en quarantaine, moi j'ai quelque chose à dire par exemple par rapport à ça. Bon, très rapidement, Justin Dossoumo, allez-y, très rapidement. La mise en quarantaine, ça va provoquer encore d'autres maladies. Vous savez, le stress post-traumatique, c'est ça qui entraîne l'Alzheimer. Est-ce que vous voyez? Le gouvernement actuel est en train de susciter le stress post-traumatique. Et mettre en quarantaine les gens... C'est pas le gouvernement qui c'est la mesure. Non, vous savez, il y a des prestataires de services qui ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés. Et sans moyens, on ne peut pas... La personne n'a pas les moyens, le minimum.
Hein, le minimum possible. Le gouvernement prend en charge. Le minimum possible. On lui dit d'aller d'aller s'enfermer. Ça veut dire ces stress-là vont se multiplier. On vous aura compris. Alors, très rapidement, non, très rapidement. Je vous prie de me donner un peu de temps pour vous aider à faire une bonne conclusion partielle. Et je voudrais qu'on recentre les choses. La mise en quarantaine fait partie des protocoles de l'OMS pour limiter la propagation du virus. Ça fait partie même de la discipline que les Chinois se sont imposés eux-mêmes pour pouvoir limiter la propagation. Ça a marché. Oui. Si on en arrive là, il faudrait que nous puissions le respecter, ce principe. Parce que si on réfléchit et on dit, bon, stress post-traumatique, etc., on ne va jamais en finir. Or, nous savons que l'Africain est mu par son propre ego, ses propres pulsions. Si on n'en arrive pas là, qu'on continue de respecter les mesures de prévention, lavage des mains, ainsi de suite. Voilà ce que je voulais dire. La deuxième chose, le Covid-19 est une occasion pour qu'on en finisse. Et je sais que les pays occidentaux vont tirer les grandes leçons. J'espère que nos pays ici vont tirer aussi les conclusions. C'est-à-dire finir avec cette hypocrisie mondiale qui consiste à diaboliser la médecine africaine. On a longtemps entendu des chercheurs dire qu'ils ont trouvé des remèdes contre le sida. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Récemment encore dans un pays africain, on a trouvé un chercheur qui a déclaré cela mort dans sa chambre. Quelle est cette hypocrisie-là qui consiste à diaboliser la médecine africaine, qui est quand même une médecine très puissante? C'est l'occasion pour que les Africains, comme l'a dit tout à l'heure l'éditorialiste, ceux qui sont doués dans le domaine puissent vraiment se montrer, faire valoir leur médecine et que lorsqu'ils auront fini de faire ça, que même si c'est l'OMS ou si c'est les Africains, et on a l'Union africaine, quelle est sa souveraineté, même au plan sanitaire, qu'on puisse avoir le courage de dire nous avons nos propres réalités, nous avons notre propre médecine et que ce ne soit pas de l'hypocrisie. Que ceux qui peuvent vraiment guérir le mal, qu'on puisse leur donner les moyens d'en faire un label. Et qu'on fasse preuve d'humilité également pour se rapprocher d'eux. Nous n'avons pas l'habitude de laisser place à notre propre médecine. Regardez le paludisme qu'on guérit à l'hôpital. C'est vrai, il y a la médecine moderne, l'hôpital. Mais vous savez, il y a de simples feuilles qu'on peut vous donner au village, vous mettez, vous préparez, vous allez guérir le palu sans dépenser un seul franc. Mais quelle est cette hypocrisie-là qui consiste à dire à la télévision, le ministre de la Santé prend la parole, on dit que la médecine traditionnelle n'est pas une bonne chose. Alors que ça fait partie de nos propres réalités. J'espère, je veux croiser les doigts, que les pays africains vont saisir cette opportunité après cette crise, qu'ils auront à dire, nous avons 60 ans d'indépendance au plan théorique, on veut passer à la pratique en homologuant ces réalités-là qui sont des réalités locales. L'autre chose que je voulais dire, c'est que si la France en arrive, ne serait-ce qu'hier, j'ai entendu que la France a enregistré plus de 25 000 cas confirmés. 25 000 cas confirmés, avec environ 4 000 guéris. Si ces pays-là souffrent autant, et que nous sommes là, à dire, bon, oui, on est là, on ne veut pas faire de la recherche, parce que, qu'est-ce qu'on remarque? Nous avons en Afrique environ, vous voyez un petit pays comme le Bénin, vous avez, je n'exagère pas, environ 200 000 églises, des églises dites de réveil, etc., où tout le monde s'improvise pasteur pour faire du business. Mais quelle est cette réalité-là où on a moins de gens qui cherchent, qui installent des laboratoires? Et que même les pasteurs qui arrivent à faire effectuer des guérisons par téléphone et autres n'arrivent pas à guérir le Covid-19. Je voudrais aussi que l'autre leçon qu'on tirera, et ça je le dis, ça n'engage que moi, c'est qu'on puisse un temps soit peu fermer les églises dites de réveil, les églises à n'en point finir, pour créer des laboratoires, pour valoriser nos plantes, pour valoriser nos richesses et se soigner avec nos propres moyens. Si on le fait, c'est comme ça qu'on va se développer. Comment la Chine a pu atteindre son état? On vous aura compris, Gilles Christ Tchidi, je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique. J'ai fait le constat. Oui. Je suis rempli d'espérance aussi que ce sera une très belle occasion pour nos guérisseurs, pour pouvoir vanter les mérites de notre médecine africaine. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Nous passons à présent au deuxième sujet qui nous réunit ce matin. Il est lié aux corrections sur les déclarations de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Gilles Christ Tchidi, depuis quelques jours, nous avons observé les partis politiques qui s'affairent pour satisfaire aux observations de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Nous avons constaté qu'à la veille de la date butoir, il y a deux partis politiques qui se sont présentés à la Sénat.
Sénat, le bloc républicain, puis ensuite l'Union progressiste pour aller remplir les dites formalités et satisfaire aux différentes exigences. À sa suite, Force Kouï.Bénin émergent, et puis les autres sont venus après, à quelques minutes, à quelques heures de la date de l'ultimatum, pour prendre en otage l'enceinte de la Sénat, quitte à ce qu'il puisse faire tout pour se conformer. Oui, et lorsque vous dites prendre en otage, ça me fait sourire. Oui, prendre en otage parce qu'on a constaté, puisque j'ai j'y étais compris. par exemple Oui. dans la nuit du jeudi au vendredi, où il y a quand même des formations politiques qui, jusqu'à la veille, jusqu'à la découverte mystérieuse, par exemple, Denis Bou était encore là à réfléchir à comment il fallait trouver telle pièce, comment il fallait faire ci, comment il fallait faire ça. Bon, ça rejoint un peu ce qu'on a vu il y a de cela quelques semaines. C'est-à-dire qu'en bon béninois ou en bon africain, on attend toujours les derniers moments pour se rendre dans un endroit où on doit déposer un dossier pour aller à telle ou telle compétition. Je voudrais revenir un peu à cette analyse qu'on avait commencé à faire. Je voudrais faire constater qu'il y a certains partis politiques qui ont naturellement le pouvoir ou la possibilité de satisfaire à un grand nombre d'exigences de l'actuel code électoral ou même de l'actuelle charte des partis politiques. C'est-à-dire des partis politiques que vous avez actuellement qui sont nés de la fusion de plusieurs autres partis politiques qui existaient, à savoir l'Union progressiste, le Bloc républicain et si possible même Force Kouï.Bénin émergent, Qui était une qui alliance n'est pas, au départ. voilà, qui était une alliance de partis politiques. Si on en revient aux législatives de 2015 en tout cas, c'était une alliance. Si FCBE s'organise très bien, vous allez voir que FCBE n'aura pas vraiment de problème pour avoir ne serait-ce que les 3630 dossiers à déposer à la Sénat. Ne serait-ce que ça. Mais lorsque la Sénat a rendu public les imperfections, les incorrections, il m'est revenu, et avec désolation, de constater qu'il y a encore la question des doublons qui est revenue. Vous voyez? Mais cette fois, avec un peu plus de filouterie, c'est-à-dire que sur la même liste, on positionne la même tête dans différents arrondissements ou dans différents villages. C'est une nouvelle forme C'est pour tromper la vigilance de c'est une des nouvelle agents de la forme de Sénat. fraude que nous avons encore enregistrée. C'est pour dire que vraiment l'humain est très malin et est capable de créer beaucoup de choses. Et ça, c'est sur tous les partis politiques, y compris même ceux que je viens de citer, l'Union progressiste, le Bloc républicain, FCBE, etc., etc. Il y a des partis politiques qui sont allés à la Sénat avec des dossiers non à jour. Il y a des gens qui étaient dans l'enceinte de la Sénat sans avoir les 3630 dossiers au complet. C'est-à-dire ils ont pris d'assaut l'enceinte de la Sénat, ils sont restés là pendant des jours, quitte à appeler maintenant l'extérieur pour qu'on leur apporte des dossiers. Vous avez entendu qu'on a positionné... Sûrement clandestinement, sinon Oui, évidemment. les militaires de la Sénat... Oui, mais si vous allez dans l'enceinte de la Sénat avec votre véhicule, on ne va pas inspecter tout le véhicule. Donc, voilà, clandestinement. Mais vous avez aussi appris qu'on a positionné des gens qui n'ont pas 18 ans. Vous imaginez quelqu'un qui n'est pas électeur, mais qui est éligible. C'est bizarre. Et on a entendu ça, on a appelé ça sur les partis politiques. Sur la liste des partis. C'est un mineur émancipé. C'est pour dire que les partis politiques sont vraiment à l'épreuve. Et ça me conforte dans la position selon laquelle je crois fondamentalement que l'actuelle loi ou les deux lois, à savoir la charte des partis politiques, le code électoral, ont tellement corsé les dispositions que être parti politique aujourd'hui, participer à une élection n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas une question, c'est pas une question de plaisanterie. Donc, c'est complètement, je vais dire, c'est suffisamment compliqué, c'est difficile pour les partis politiques. Et j'ai même entendu un analyste dire que si on veut être très très rigoureux, c'est qu'aucun des partis politiques ne peut être à jour pour aller aux élections. C'est possible. C'est plausible. À moins qu'on puisse faire un peu de la surenchère ou du sentiment. Si on ne fait pas du sentiment, ça va être très très difficile, même pour certains partis politiques, d'aller aux compétitions. Mais encore une fois, si la Sénat en arrive à dire tel parti est éligible, ou enfin, oui, éligible pour aller aux élections, moi je ne vais pas de ma position jeter de la pierre pour dire, bon, donc la Sénat a mal fait un travail. Justin, je ne sais pas quels sont les éléments dont disposera votre avis sur la le Sénat en sujet. ce moment-là. Depuis l'avènement des réformes politiques au Bénin, c'est maintenant que le peuple a de la matière pour apprécier l'importance de ces réformes politiques-là. Je m'explique. Nous avons des partis sectaires, des partis zonales, en son temps, et les gens sont seulement chefs de parti, mais ne représentaient que l'ombre d'eux-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes en face de la réalité, parce que la loi
à exiger que les partis politiques soient représentatifs. Aujourd'hui, si ces chefs de parti ne sont pas en mesure de prouver leur représentativité, là, ça pose un problème d'éthique politique. Et là, nous sommes face à ce problème d'éthique politique-là. Est-ce que vous voyez, ce n'est pas la dernière minute qu'on va se soumettre à des gymnastiques émotionnelles. Vous savez, l'élite intellectuelle en temps normal constitue les phares qui devraient éclairer les citoyens lambda. Mais l'élite intellectuelle est en train de se tromper dans les couloirs de la Sénat aujourd'hui parce que ce qu'on devrait faire au siège des partis politiques, ce n'est plus au siège de la Sénat qu'on devrait faire ce genre de choses. Est-ce que vous voyez? Mais là maintenant, les conseillers de la Sénat doivent savoir qu'il y a encore, que le regard du peuple béninois est fixé sur eux. Parce que le serment doit être respecté. Ils ont prêté serment pour l'honnêteté, la loyauté, le patriotisme. Est-ce que vous voyez? Il ne doit pas y avoir deux poids, deux mesures dans leur fonctionnement. Si vous leur demandez de faire preuve d'impartialité. De faire preuve d'impartialité. Ils ne vont plus revenir nous dire qu'il y a des fautes mineures, des fautes graves. Non, 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 non. Juridiquement, sans qualité, il n'y a pas de droit. Je crois que le président Tiando, maintenant, il évoque les fautes. S'il revient encore nous parler des fautes mineures, ça veut dire, vous savez, la procédure pénale est une matière exceptionnelle du droit, dont a priori, le doute est bénéfique à l'accusé. Aujourd'hui, s'il y a doute, la crédibilité même de la Sénat n'est plus valable. Merci à vous, Justin Ozoussonon. Chers amis internautes, nous allons recueillir l'avis de Moïse Dossoumu et mettre un thème à cette émission parce que nous sommes un peu pris par le temps. Mais je vous promets que dans les prochains jours, après la publication de la Sénat, de ces partis politiques qui pourront véritablement participer aux prochaines élections communales et locales du 17 mai prochain, nous allons revenir beaucoup plus en détail, peut-être avec les mêmes invités ou d'autres. Restez fidèles, chers amis internautes. Moïse Dossoumu, au sujet des déclarations de candidature à la Sénat, est-ce que nous ne devons pas aller vers une législation qui va régulariser un peu les choses, même je vais dire régenter la chose, parce qu'on a fait le constat que généralement il y a des formations politiques qui s'y rendent à quelques minutes de la date butoir, de l'ultimatum, et prennent en otage l'enceinte de la Sénat. On voit, j'en ai encore vu avant-hier, il y a photocopieur, il y a ordinateur, il y a presque tout, il y a glacière, il y a tout quoi pour devenir un tant soit peu un locataire de la Sénat. On travaille, on importe des imprimantes et on utilise l'énergie de la Sénat pour pouvoir finaliser ce dossier de candidature. Ça ne devrait pas vous surprendre. Tout ça, c'est le fait de la loi. Ce n'est pas le fait des hommes, c'est le fait de la loi. Pourquoi veut-on aller directement vers des partis nationaux? Pourquoi pas des partis communaux? Pourquoi pas des partis régionaux, des partis départementaux? Et si quelqu'un se sent la vocation d'animer un parti national, il va vers un parti national. Mais quand on sait qu'on promeut l'unité nationale... Quand on parle de parti communal, on ne prend pas la discrimination, on ne prend pas le régionalisme. Vous dites que votre charisme est étendu. Vous avez des ambitions pour votre commune. Vous créez un parti pour votre commune. Le problème est où? Pourquoi on vous impose d'avoir un parti national? Encore que même les partis dits importants qu'on a ne sont même pas encore nationaux. Ce sont des fausses tampons. On n'a pas encore un parti véritablement national. Pourquoi est-ce qu'on veut aller très vite? Vous voulez dire que le bloc républicain n'est pas national? Vous voulez dire que l'Union progressiste n'est pas nationale? Le force que premier... Les partis dont on parle ont combien d'années d'existence? Les plus vieux n'ont pas 2 ans, à peine 1 an et demi. Vous pensez qu'en 1 an et demi, un parti a la capacité, même financière, d'avoir un siège dans chaque commune? Vous pensez qu'un parti au Bénin a 77 sièges? Vous pensez ça? Au-delà des 77 sièges, vous pensez que les partis qu'on a dit ont un siège dans chacun des 546 arrondissements? Mais c'est d'abord ça qu'il faut faire avant d'avoir des candidats au plan local. Merci. Vous n'avez pas de sièges au niveau communal, au niveau de l'arrondissement. Comment voulez-vous avoir des candidats au niveau de l'arrondissement, au niveau des quartiers, des villages? Ce n'est pas possible. C'est la loi qui a créé tout le désordre auquel nous assistons. On peut faire les choses autrement et avoir les mêmes résultats. Merci à vous, Moïse Dossoumu. J'espère que vous serez encore disponible une fois la publication des listes au niveau de la Commission électorale nationale autonome pour revenir apprécier avec beaucoup plus d'objectivité cette décision de la Commission électorale nationale autonome. Chers amis internautes, c'était Info Hebdo de ce jour, de ce samedi 28 mars de l'an 2020 sur EZA Télévision. C'était avec Gilles Christ Tidi. Il est analyste politique, il est également journaliste. Il était avec Justin Ozoussonon, analyste politique, web activiste, et le troisième invité
comme je le disais tout à l'heure, était Moïse Dosoumou, journaliste au groupe de presse Fraternité. Il est également chroniqueur, éditorialiste. Chers amis internautes, ainsi se referme Info Hebdo de ce jour. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. On se retrouve à samedi prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.bj. Et n'oubliez pas le rendez-vous de l'invité demain dimanche.